Niché sur une éminence entre la Sambre et la Biémelle, Thuin surplombe souverainement la vallée de la Sambre. Chef-lieu de la Tudinie, cette cité médiévale est composée d'une ville haute avec son éperon rocheux, emblème de fierté pour les habitants, et d'une ville basse qui manifeste un intérêt économique indubitable pour sa voie d'eau navigable. Quels que soient les moyens de locomotion, la saison ou la motivation, Thuin rassemble tout ce que l'amateur du genre peut imaginer, voire même rêver. Thuin, on pourrait le définir comme étant la porte des Ardennes finalement. Thuin est ponctué par un cours d'eau qui s'appelle la Sambre, qui a été un cours d'eau qui a été fort industrialisé au début du siècle et qui est maintenant un écrin de verdure où les familles viennent se balader en toute quiétude. Porte des Ardennes parce qu'un énorme massif forestier qui permet, depuis le cours d'eau, d'aller parcourir à pied, en vélo, à cheval, si possible pas en voiture. Balades, escapades, randonnées, découvertes, sportives ou en famille, le touriste pourra emprunter un réseau de pistes cyclables, le Ravel, long de 181 km. Il pourra apprécier les vallons sinueux, les sentiers balisés, les chemins de halage langoureux, la Sambre mélancolique. Thuin, de par sa position, convenait idéalement pour l'implantation d'une forteresse. De la place du Chapitre à la ville haute, il suffit de regarder la vallée et de parcourir les ruelles adjacentes. Cité aux remparts multicentenaires, les premières véritables fortifications remontent au Moyen-Âge. Alors la région, avec la Sambre et son paysage vert, est propice aux gens qui s'installent. Et donc dès le néolithique, il y a des traces de vie et d'habitat. Il y a des silex taillés. La vie se développe dans la région. Il y a des traces de l'époque romane. Au Xe siècle, la région dépend de l'évêché de Liège et Nodier crée réellement la ville et il installe une forteresse. Au XIIe siècle, ça s'embourgeoise. La forteresse qui était en bois devient alors des murs empierrés. S'ensuit alors une période qui est vraiment instable. Il y a guerre, répression, oppression. Et durant toute cette période, la ville qui est régulièrement menacée, nous sommes ici au bastion de la principauté de Liège et de la Germanie. En face, nous avons les Français et le Hainaut. Et donc, la forteresse doit vraiment s'édifier. Se construit alors des postis avec des tours de défense. Alors, on a le posti Bury, le posti Arlequin, on a les remparts nord, les remparts sud. Et puis, le lieu devient aussi lieu de refuge pour les moines. Au XVIIIe siècle, la région se pacifie. Nous sommes alors sous Guillaume d'Orange et commence alors la deuxième période pour la ville de Thuin. Donc nous avons toujours ville haute, les nobles et la partie médiévale, mais alors ville basse, la batellerie s'installe, surtout avec la canalisation de la Sambre qui se fait au cours du XIXe siècle. La navigation sur la Sambre remonte à des temps immémoriaux. C'est cependant après la canalisation qu'elle prend son véritable essor. Les travaux durent 5 ans. Le lit de la rivière est approfondi, les berges aménagées, des barrages et des écluses sont construits. Alors Thuin s'est développé autour de la Sambre. Thuin était le premier port en nombre de bateliers après Anvers au début du XIXe siècle. Et donc s'est développé autour de cet esprit frondeur que l'on connaît de la batellerie, tout un quartier qui est magnifique à découvrir, où j'ai un concurrent d'ailleurs, puisque c'est aujourd'hui une commune libre qui élit tous les 6 ans son maire, son champêtre. Et c'est tout un quartier avec une vie sociale très intéressante. C'est ce qu'on appelle le patrimoine immatériel de notre ville, vraiment une âme de batelier ici à Thuin. Domaine de la batellerie probablement dès l'époque romaine, le rivage rend compte parfaitement de ce qu'était un quartier de mariniers. Petite maison serrée en briques du pays, rue étroite, mais surtout un décor qui évoque instamment la batellerie et une ambiance de solidarité chaleureuse. Nous sommes en commune libre du rivage. On donne le batelier parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, il n'y avait pas le chômage, il n'y avait pas la CPAS, donc les gens qui n'avaient pas de travail, il fallait qu'ils fassent quelque chose, et là, il y avait de l'embauche. Et ils sont venus conduire les petits bateaux, les pousser, etc. C'était pas sorcier, hein. Et c'est pas plus difficile d'apprendre le batelier que d'apprendre un autre métier, il faut l'apprendre, c'est tout.
Et alors, les gens qui n'avaient pas de boulot se sont venus à la voie d'eau et puis se sont établis. Et c'est ainsi que le quartier du Rivage est né également, parce qu'ils se sont rapprochés de leur travail au moment où ils tiraient encore les bateaux et les poussaient avec des perches. Par après, les bateaux en bois que l'on a construits, puisque ce furent les premiers, avaient une cabine sur le milieu du bateau pour abriter une famille. Et alors là, ils sont venus avec leurs femmes et leurs enfants sur les bateaux pour naviguer. J'avais un ami qui s'était marié, qui avait courtisé une fille de Thoin ici, mais qui n'était pas du bateau, tandis que lui était batelier. Elle lui aurait dit avec toi, Fernand, j'irai jusqu'au bout du monde. Et Fernand racontait, après, quand il était marié depuis 10, 15, 20 ans, j'avais vite compris, disait-il, que le bout du monde, c'était entre le clocher de Landely et le clocher de Thoin. Donc c'était bien situé, tout le monde ne s'adapte pas au métier d'itinérant. Canaliser un cours d'eau, canaliser une rivière, ça veut dire faire des barrages. Et si on veut y voir passer des bateaux, il faut faire des écluses qui sont accolées aux barrages pour la dénivellation du terrain. Et les premiers bateaux qui partirent avec une cargaison de charbon pour Paris étaient conduits par des bateliers de Thoin, les frères Blancpain, qui partirent, tractés par des chevaux, donc. Et lorsque, plusieurs mois après, ils revinrent, ils ont fait ce qu'on appellerait maintenant une conférence de presse, et ils ont raconté qu'ils avaient fait un merveilleux voyage. Ils n'avaient rien gagné parce qu'ils avaient tout dépensé au cabaret, comme on pourrait dire chez nous. Hein. Et voilà un peu l'histoire, le début de la navigation. Départ du tram pour l'Aube, en voiture. Tout ce qu'un nostalgique du vicinal peut espérer, il le trouvera à Thuin, au centre de découverte du chemin de fer vicinal. Depuis les locomotives à vapeur jusqu'au dernier tramway électrique, pas moins de 30 véhicules ainsi que différentes pièces belges sont présentées. Un témoignage de l'histoire du réseau vicinal. Parallèlement au musée, une ligne historique est maintenue en état par des bénévoles. Elle permet aux visiteurs de circuler en tram électrique ou diesel, en cumulant découvertes ferroviaires, historiques et balades à travers des coins bucoliques de la Tudinie. Situé au versant sud de l'Éperon rocheux, cet étonnant ensemble de jardins suspendus s'est développé au rythme de la construction des remparts de la cité. Classé au patrimoine exceptionnel de Wallonie, il bénéficie d'un microclimat et se décline en terrasses successives. Ce fut une merveille au temps où les heureux propriétaires y cultivaient la vigne. Nous sommes donc ici dans les jardins suspendus de Thoin, qu'on devrait plutôt appeler des jardins en terrasse. Ces jardins appartenaient à l'origine des privés, puisque les personnes habitant sur l'Éperon rocheux n'avaient pas la possibilité de cultiver la terre. Et donc au fur et à mesure que les fortifications se sont construites, on a pu aménager des terrasses pour cultiver les fruits et les légumes nécessaires à nourrir la population. Il y a depuis 2005 des rénovations qui ont été faites au sein de ces jardins. Et nous sommes ici dans celui qui accueille les vignes. C'est une ASBL, le vignoble tudinien, qui les entretient. Les vendanges se font régulièrement fin septembre. Lorsqu'on a récolté le raisin, il part à la distillerie de Biercé pour en extraire le vin. Il y a différents types de jardins. Il y a le jardin pédagogique qui est accessible avec un garde forestier pour des groupes scolaires. Il y a les amis des jardins qui ont des plantations et des cultures plus exotiques. En effet, les murs qui sont assez rapprochés permettent d'avoir une température assez constante. Pendant la journée, ils emmagasinent les rayons du soleil et la nuit, ils les restituent, ce qui permet d'avoir une température qui descend rarement en dessous de 0. Et donc, il peut y avoir des plantes qu'on dirait plutôt type tropical ici dans le coin. On sait qu'une abbaye cistercienne est toujours réfugiée dans quelques vallées désertes et Aulne n'échappe pas à la règle. Le monastère primitif aurait été fondé au 7e siècle, peut-être sur les vestiges ou à proximité d'une villa romaine qui lui aurait donné son nom, Alna, d'origine latine. L'abbaye a vraiment
trouvé son essor économique au XIIIe siècle, avec l'arrivée de l'ordre des cisterciens, qui ont fait de l'abbaye d'Aulne ce qu'on appelait à l'époque Aulne-la-Riche, avec un véritable développement tant sur le plan de l'artisanat que sur le plan de la terre, de la culture. Ici, en dessous du site de l'abbaye d'Aulne, on compte 3 km recensés de conduites souterraines qui servaient à la fois à l'égouttage, mais également à alimenter en eau potable la communauté. Une communauté très importante, puisqu'elle était constituée d'à peu près 400 personnes, 60 moines spéculatifs et 300 moines opératifs qui eux, travaillaient la terre, travaillaient dans les vergers, etc., et alimentaient toute la communauté. La fabrication de la bière a été longtemps une des activités des moines de l'abbaye d'Aulne. L'installation de la brasserie du Val-de-Sambre dans le site permet à nouveau de déguster les véritables bières d'abbaye, brassées au cœur même des ruines cisterciennes. Dans toutes les abbayes, on brasse depuis très longtemps. Et ici, à l'abbaye d'Aulne, on a brassé la bière depuis très longtemps et on a réouvert une brasserie depuis l'an 2000. C'est bien simple. Une brasserie qui fabrique la bière locale, l'Ada, brune ou blonde. Les bières de l'abbaye d'Aulne sont de véritables bières d'abbaye et disposent depuis 2005 du label Bière d'abbaye reconnue. Le site de l'abbaye accueille chaque année, et ce depuis 3 ans, le festival Seine-sur-Sambre. Une scène flottante est installée sur le fleuve avec comme toile de fond les rochers de cette belle vallée. Un espace naturel pouvant accueillir des milliers de festivaliers. Seine-sur-Sambre a pour objectif prioritaire de conjuguer patrimoine culturel, architectural et touristique. Pour l'instant, c'est le festival Seine-sur-Sambre qui attire cette année 15 000 personnes. Et c'est dans ce cadre-là, justement, qu'on veut dynamiser et faire connaître encore davantage ce lieu. C'est en travaillant des activités culturelles comme Juillet musical depuis très longtemps et depuis 3 ans, le festival rock de Seine-sur-Sambre.